L'école idéale. Alors, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un fantasme qu'il faut refouler? À mon sens, l'école idéale doit être une réalité. Nous n'y sommes pas encore. Maintenant, on peut déjà avoir des critères qui nous permettraient de la construire, de la modeler, de mettre en place des moyens pour y parvenir. Pour moi, à titre personnel, l'école idéale doit remplir 3 fonctions principales. La première fonction, c'est que tout enfant présent dans cette école doit être heureux, épanoui. Deuxièmement, cette école idéale doit donner à cet enfant le bonheur d'apprendre, la curiosité d'apprendre. Et enfin, cette école idéale doit donner des acquis en termes de compétences, en termes de savoir, en tant qu'apprentissage. Et donc, on arriverait à une personne épanouie, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien dans son cœur, bien dans sa tête, et qui a une vision positive de ce qui l'entoure, mais une vision responsable de sa place au sein de ce qui l'entoure. Non comme un consommateur, non comme un futur bon électeur, ou un futur bon acheteur, ou un futur bon employé qui ne se poserait aucune question, mais au contraire comme un bon citoyen qui puisse remettre sur le tapis des éléments fondateurs de la vie en société pour les améliorer, pour atteindre plus de justice, plus d'équité, et que chacun puisse bénéficier justement de ce qu'il est. Ce qu'il est au profit de ce qu'il fait. Si on arrive à cela, alors on aura atteint l'école idéale. Ici, c'est l'aspect idéologique de l'école idéale sur ses finalités. L'enfant heureux, heureux d'apprendre et qui apprend. Concrètement, comment mettre ça en marche et en œuvre? Déjà, il est incohérent d'espérer du meilleur enseignant qui soit un apprentissage réel et conscient de 25 enfants. Si on fait une période de cours de 50 minutes, avec 25 enfants, on accorde 2 minutes par enfant. À la limite, il y a un enfant qui a besoin de 3 minutes, ben, il n'y a plus. Ou alors, on va lui donner, c'est-à-dire qu'il y en a un autre qui a besoin que d'1 minute. On voit qu'il y a un déséquilibre. Alors naturellement, on va travailler en groupe de niveau, en groupe de besoins, on va différencier, mais l'être humain est ce qu'il est. Un professeur n'est pas Superman ou Superwoman. Un professeur ne peut qu'aider l'enfant à s'épanouir, à apprendre, mais bien évidemment en lui donnant du matériel, en lui posant des questions, en lui proposant des défis et en l'accompagnant dans son cheminement d'essais-erreurs de manière à justement surmonter ses erreurs et ses défis. Et il est impensable de le faire avec 20 à 25 enfants. Or, le financement actuel de l'enseignement oblige le monde scolaire, oblige les équipes éducatives à subir une structure de 20 à 25 enfants par classe. Et donc là, il y a quelque chose de très problématique. Concrètement, une fois que l'école idéale a une structure qui permette un bon encadrement de l'enfant, par exemple un adulte pour 10 enfants, ça ce serait quelque chose de très intéressant à mettre en place et à mettre en œuvre, on peut aussi voir quel est le statut de la motivation de l'enfant. Alors, la motivation de l'enfant, de manière à schématiser la situation, un enfant peut être motivé avant de travailler, il peut être motivé pendant qu'il travaille, il peut être motivé après avoir travaillé. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé le mot motivé, pas démotivé. Mais on peut le dire, il peut être démotivé avant de travailler, il peut être démotivé en travaillant, il peut être démotivé après avoir travaillé. Mais vu que nous allons essayer de ne pas nous faire polluer, on va être positif. Avant de travailler, plusieurs freins peuvent survenir et donc plusieurs leviers doivent être mis en place. Tout d'abord, le sentiment de compétence. L'enfant doit se sentir suffisamment compétent
Donc, pas nul pour aborder la tâche qui est face à lui. En même temps, il ne doit pas se sentir trop compétent. Ceci, il se sent trop compétent, il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'enjeu. Finalement, pourquoi le faire? Et c'est un peu le lièvre et la tortue. Et ce serait le lièvre à ce moment-là, qui partirait trop tard. Aussi, avant de commencer à travailler, il faut que ce qu'on lui demande ait de l'importance pour lui, qu'il y ait de la valeur pour les apports que ça lui donnerait par la suite. Mais aussi que ça ne lui coûte pas trop d'énergie, ça ne lui coûte pas trop de temps, ça ne lui coûte pas trop de réputation. Si maintenant il a peut-être honte de commencer, il se dit qu'il n'y arriverait pas et tout le monde se moquerait de lui, par exemple. Une fois qu'on a passé tous ces leviers au feu vert, l'enfant travaille. Une fois qu'il travaille, 3 freins principaux peuvent survenir. Soit il ne connaît pas la matière, alors il faut lui donner, il n'y a pas de secret. Il ne peut pas inventer, ou si il invente, tant mieux, mais je veux dire, à un moment donné, on peut aussi l'aider. Ou alors, d'un point de vue de comportement, ce n'est pas le bon moment, il a besoin de bouger, il a besoin d'être dans l'action, il faut aussi respecter le rythme biologique de l'enfant. Ou alors, d'un point de vue émotionnel, psychologique, eh bien, ce n'est pas le bon moment. Prenons l'exemple d'un décès dans la famille, prenons l'exemple, au contraire, d'une fête qui va arriver, et l'enfant est complètement émoustillé par la fête qui va arriver à la maison, et que, justement, il n'est plus apte à se concentrer. D'accord? Une fois qu'on a réussi à engranger tous ces leviers positifs, il y a le résultat. Alors, le résultat, il y a 2 possibilités. Soit on va voir le résultat par rapport aux autres, donc c'est ce qu'on appelle de la performance, les bulletins, les points, les échecs, les réussites, et on va voir une standardisation des résultats par rapport aux autres. Ou alors, on voit un but de performance, d'apprentissage. Donc, l'enfant par rapport à lui-même. Donc on a un but d'apprentissage à ce moment-là. Quelle est son évolution? Là où il en était, là où il est maintenant. Quelles sont ses réussites, ses victoires? Quels sont ses défis à venir, hein? Mais donc on va regarder d'un point de vue personnel. Alors ici, il faut à mon sens avoir un équilibre entre les deux. Si on ne fait que du but de performance, des bulletins, des points, et on uniformise pour tout le monde la même chose au même moment, il y a un problème. Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, n'apprennent pas à la même vitesse au même moment et n'ont pas forcément les mêmes réussites à l'instant T. Et donc là, il y a beaucoup de démotivation possible suite à un feedback qui peut-être est inapproprié et au mauvais moment. À l'inverse, si on ne voit que le but d'apprentissage, eh bien, l'enfant ne pourra pas non plus avoir une émulation, alors pas une compétition, mais une émulation vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de ce qu'on pourrait attendre de lui à son âge de développement intellectuel, de développement psychologique, et donc d'avoir une jauge, hein. Juger, c'est jauger. Juger, c'est jauger, et d'avoir finalement un point de repère. Maintenant, si on se rend compte que l'enfant pourrait être très démotivé avec un point de repère où il est peut-être pas en conformité, c'est-à-dire en performance, on va axer un feedback, une verbalisation des résultats sur, à ce moment-là, l'apprentissage. Si on voit que l'apprentissage est bon, on peut aussi le contextualiser sur de la performance. Donc ça, c'est une intelligence de la part de l'éducateur. Ce qui veut dire que les évaluations, qu'elles soient pour des points ou pas pour des points, qu'elles soient avec des lettres, avec des couleurs ou avec des pourcentages, finalement, il n'y a pas de recette miracle. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va motiver l'enfant, ce qui risque de le démotiver, et de finalement verbaliser cette évaluation, que ce soit un bulletin, une évaluation écrite ou orale, mais de l'utiliser comme un tremplin éducatif, comme un tremplin pédagogique. Et donc, il est tout à fait possible, imaginable, que dans une même classe, on ait un enfant qui ait un pourcentage, un enfant qui ait une lettre, un enfant qui ait des flèches par rapport à ce qu'il sait faire, pas faire ou encore à faire pour son évolution, des commentaires sous forme de phrases, des commentaires sous forme de dessins,
Parce que l'objectif, finalement, ce n'est pas que l'enseignant déverse son savoir pédagogique. L'intérêt de l'évaluation du bulletin, c'est que tant les enfants que les parents aient une conscience de l'état des lieux pour mieux avancer et mieux démarrer ou mieux grimper les échelons des défis à venir.